Donc, bienvenue dans cette capsule où on va faire état de certains résultats en lien avec un projet qui a été mis en place au département d'anthropologie de l'Université Laval, projet qui se nomme e-Artefact, dont l'objectif était de mobiliser certains outils d'intelligence artificielle pour générer des informations à propos des collections ethnographiques du département. Donc, le département d'anthropologie, comme plusieurs institutions de ce type, a accumulé au fil des décennies une collection d'objets ethnographiques sur lesquels on a parfois beaucoup d'informations et parfois pas du tout. Donc, le but du projet était de voir dans quelle mesure on pouvait utiliser certains outils de l'intelligence artificielle pour voir qu'est-ce qui était disponible à la fois déjà sur Internet, donc déjà disponible en ligne comme information à propos de ces artefacts-là, et en même temps de voir d'une certaine façon l'intelligence artificielle à l'œuvre dans un contexte anthropologique. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est plutôt cet aspect-là des résultats du projet, c'est-à-dire la réflexion sur l'outil lui-même, non seulement en lien avec le projet spécifique qu'on avait en marche, mais aussi peut-être en lien avec une perspective un peu plus large sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte anthropologique. Donc, avec moi, j'ai Sandrine Lambert. Bonjour. Qui a été l'auxiliaire de recherche qui a travaillé sur le projet. Et Sandrine va nous expliquer un petit peu la démarche. Et après, on va réfléchir sur les résultats et les constats qui sont sortis des données qui ont été générées. Oui, alors en fait, la mission était d'expérimenter des outils d'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information sur des objets parmi tous ceux qui existent effectivement dans la collection du département. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de définir des critères pour sélectionner un petit nombre d'objets représentatifs. Donc, on s'est appuyé sur un classeur qui existait avec un certain nombre de références ou d'absence de références sur les objets. Donc, on en a choisi qui étaient mieux référencés, moins référencés, avec plus ou moins d'informations pour explorer et voir les possibilités de l'IA. L'autre critère qu'on s'est donné, c'était d'avoir des outils gratuits et accessibles à tous d'IA, donc de ne pas aller sur des plateformes payantes. Donc, on a travaillé avec Google Lens, qui se retrouve sur les téléphones d'à peu près tout le monde, pour faire un premier scan des objets et puis voir à quoi ils allaient être associés. Donc, à partir de là, on avait des pages de résultats desquels pour lesquels on a fait des captures d'écran qu'on a ensuite insérées dans MaxQDA, qui est un logiciel d'analyse qualitative bien connu des anthropologues. Donc l'idée, c'était d'aller avec des outils vraiment déjà utilisés, déjà maîtrisés. À partir de cela, nous avons fait des nuages de mots qui répertoriaient par ordre de grandeur les résultats qui se trouvaient sur ces pages-là. Et ensuite, ce qui a été utilisé, c'était l'intelligence artificielle de Google, donc, qui s'appelle Gemini, puisqu'elle était elle-même multimodale et capable de traiter de l'image et des mots pour utiliser ensuite les critères des cartons de la collection des objets du département, avec la matière, donc l'objet évidemment, le type, les dimensions, les techniques, les descriptions, pour arriver à un ensemble d'informations plus ou moins précis. C'est ce qu'on va voir maintenant. Oui. Donc, évidemment, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les résultats qui sont sortis de ces recherches-là et en lien avec les objets, mais à travers, je dirais, un certain nombre de constats qu'on fait, on va les illustrer avec les exemples qu'on a en main. Le premier constat qui ressort de cette recherche et de cette expérimentation, évidemment, c'est que Internet, qui est le bassin d'informations à partir duquel l'intelligence artificielle nous générait des résultats ou des textes à propos d'objets ou des cartels les décrivant, est évidemment un environnement qui est structuré en lui-même. Il est à la fois très plat dans la mesure où on s'est rendu compte que les recherches ne discriminaient pas, par exemple, entre un objet
complètement factice, c'est-à-dire une reproduction, un objet qui a été fabriqué pour les touristes ou même qui a été représenté dans la culture de masse, et une version qu'on pourrait dire authentique de cette... ayant la même forme et ressemblant au même objet. Donc déjà là, on se retrouve avec un mélange assez intéressant et très hétéroclite d'objets qui se ressemblent, mais qui, évidemment, qui appartiennent à des sphères totalement différentes les unes des autres. Donc, Internet est à la fois plat et à la fois très hiérarchisé. Et les résultats qu'on avait reflétaient ce qu'on pourrait appeler le référencement de chacun des sites dans lesquels l'intelligence artificielle allait puiser, notamment entraînant une surreprésentation des sites commerciaux. Donc, aussitôt qu'on demandait des informations sur un objet, très souvent, les résultats qui étaient obtenus, c'était des résultats qui considéraient cet objet-là comme une marchandise. Donc, son prix, sa valeur, sa description marchande, évidemment, qui introduit des biais assez importants. Des biais au détriment d'autres sources, comme par exemple les sites des musées et des collections universitaires, qui, eux, même s'ils sont très bien faits, contiennent souvent des informations précises et rigoureuses, sont à peu près invisibles sur Internet. Donc, il y avait déjà là un biais assez important. Et un objectif du projet était aussi de voir si on ne pouvait pas faire ressortir des références qui viendraient, par exemple, de blogs locaux. Donc, par exemple, pour les collections d'objets africains, on se demandait, est-ce que ces logiciels, disons, de débusquage d'informations sur Internet vont être capables d'aller trouver des blogs que des gens maintiendraient, nous parlant des communautés d'où sont originaires certains de ces objets-là. Peut-être dans une perspective là, de renouer des liens avec les communautés qui ont participé au projet de recherche qui ont généré ces objets-là. Évidemment, ces blogs-là étant encore plus invisibles que les sites et les catalogues des musées, ils étaient absolument invisibles dans les résultats. Donc, en même temps, on a l'impression d'une grande diversité de résultats dans la mesure où on a de la culture de masse, des grandes maisons d'enchères, des sites comme Wikipédia, mais en même temps, avec des portions de cette diversité-là qui est totalement invisibilisée. Oui, donc ce que ça a entraîné finalement, on peut parler d'une forme d'opacité des sources, c'est-à-dire, on s'est rendu compte effectivement, ça venait beaucoup des sites marchands, parce qu'on est passé par Google Lens. Si on n'était pas passé par cet outil-là, si on avait directement demandé à l'intelligence artificielle, on n'aurait pas su en fait comment l'intelligence artificielle allait chercher ses sources. Et donc, voilà, ça a généré des formes d'invention de la part des systèmes d'intelligence artificielle. Pour reprendre l'exemple de la statuette Ashanti avec laquelle on a travaillé, donc c'est une statuette, une poupée de fertilité du Ghana. On a eu des résultats, alors pour les pousser au plus loin, certains nous amenaient jusqu'à la possibilité d'en imprimer un modèle en 3D. D'autres allaient jusqu'à la fée Clochette et d'autres encore nous ont amenés vers le fétiche préhistorique de Rahan. Donc là, on est dans un tout autre univers de comique. Voilà. Et puis en plus, avec quelque chose de... Il n'y a pas de synchronie d'époque entre les deux. Et puis aussi, on avait l'impression qu'il y avait une forme de richesse dans les résultats présentés pour la culture populaire. On avait des résultats quand même assez riches parce que ça nous intéressait de savoir comment ces objets circulent aussi, ou en tout cas, si on ne savait pas que ça nous intéressait avant, l'intelligence artificielle nous a amené à aller explorer la circulation des objets dans la culture populaire. Mais on s'est rendu compte, par contre, que les systèmes d'intelligence artificielle qu'on utilisait nous amenaient des références complètement erronées. Par exemple, quand on a travaillé avec des objets du Nord, on s'est retrouvé avec des titres très fantaisistes de nouvelles qui n'existaient pas, ou de chansons comme La complainte du phoque qui était pas attribuée à la bonne personne. Donc, voilà, en l'occurrence, dans nos résultats, Gilles Vigneault. Et donc, ça fait une forme de figure d'autorité, si on peut dire. Oui, et cet élément-là est quand même important parce qu'on voit déjà que à la fois, il y a des biais dans
la représentation de certaines sources, il y a de l'invention, il y a de l'interprétation dans le sens de bricolage et d'invention de nouvelles portions de texte plus ou moins fantaisistes qui décrivent les objets. Mais ce qui est ressorti d'une manière assez intéressante du projet, c'est que tout ça nous est restitué dans l'interface sur un ton d'autorité. C'est-à-dire que au lieu de présenter les résultats des moteurs comme ChatGPT ou Gemini, ne parleront pas en termes probabilistes ou en mettant des mises en garde sur le fait que, l'interprétation ou les résultats donnés, c'est basé sur plus ou moins de l'invention. Au contraire, la première interface avec les utilisateurs est une interface où l'intelligence artificielle se présente comme détenant une autorité bien au-delà de celle à laquelle elle peut légitimement prétendre. Donc, il y a vraiment des formulations et ces formulations-là, évidemment, sont des choix qui ont été faits dans la programmation même de l'outil. Donc, l'outil, il est, à prime abord, créé pour vous mettre en confiance, pour donner l'impression de cette autorité et de ce savoir. Sandrine a eu la bonne idée de confronter notamment Gemini et ChatGPT quant aux sources utilisées et les confronter quand ils faisaient des erreurs ou leur demander sur quelle base ils ont produit telle affirmation. Et je lis un des résultats qu'elle a obtenus, là. L'IA lui répond, j'ai utilisé mon jugement et mon bon sens pour interpréter les informations disponibles. Donc, évidemment, jugement et bon sens sont des anthropomorphismes qui visent à établir une certaine autorité, mais dans le fond, évidemment, les résultats, dans ce cas-là, étaient complètement erronés. Et quand on pousse un peu plus loin et qu'il est confronté, l'intelligence artificielle est confrontée à ses erreurs, elle se rétracte. Et là, elle admet avoir erré et avoir inventé ou s'être trompé. Donc, ça, c'est dans la forme, on va dire, de la communication de l'IA, mais cette assurance-là, quand on ne la confronte pas, elle est aussi porteuse de biais dans le fond des textes et des contenus qui sont générés. Donc, Sandrine a pu en observer un certain nombre. Oui, en effet, ça pose plusieurs problèmes puisque donc on a compris que ça allait être compliqué de s'y fier et les yeux fermés, c'était même pas prudent justement avec ces mécanismes-là un peu opaques et puis ce phénomène d'autorité qui est quand même très troublant et dans lequel qui nous a nous-mêmes piégés un peu au début lors des premiers pas. Et puis, donc, ce qu'on a pu observer, c'est une forme de fétichisation de ces objets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était des objets pourtant contemporains, mais qui venaient d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous amenait sans arrêt, comme dans le cadre du fétiche de Raon, vers quelque chose de soit préhistorique, soit rituel, soit, c'est ça, dans les cultures anciennes. Donc, dès que c'était populaire et donc qui viennent d'ailleurs, donc c'est ça, il y a une forme d'amalgame entre les cultures populaires et les cultures anciennes. Et puis on retrouve, en fait, c'est vraiment l'effet de redondance, de répétition sur plusieurs objets qui nous a permis de nous en rendre compte. Et c'est ça qui fait un peu frémir, c'est que si on l'avait fait avec un seul objet, on n'aurait pas décrypté ces mécanismes-là qui nous permettent de voir qu'à chaque fois qu'un objet peut sembler venu d'ailleurs, même s'il est contemporain, il y a une forme de déni de contemporanéité de ces objets-là ou de ces cultures-là, puisqu'on ramène tout le temps à des choses plus anciennes. Et ça ne permet pas, alors évidemment, contrairement aux méthodes anthropologiques, d'avoir le sens que les acteurs peuvent donner aux objets en fait, qui les concernent ou qui peuvent parler de leur culture. Ces biais-là, on les avait un peu en tête d'entrée de jeu dans le projet. On n'est pas des techno-optimistes, si je ne me trompe pas, là.
Mais effectivement, de faire le projet a généré, disons, a donné plus de précision, nous a donné des exemples concrets de comment ces biais se manifestent là. Mais en même temps, il ne faudrait pas, évidemment, tout jeter, tout mettre de côté d'un même coup. L'intelligence artificielle est un outil. Je dois dire qu'on l'a utilisé, je dirais, à son degré zéro d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on aurait pu lui donner des directives sur des bases de données particulières à exploiter. Par exemple, si l'IA s'en était tenue à des catalogues de musées, les résultats qu'on aurait obtenus auraient possiblement été un peu plus... donc les biais auraient été moins évidents. Mais le but du projet était évidemment de faire ressortir, sous un verre grossissant, la nature même de l'outil. Ceci étant dit, même si on détecte des biais, puis on détecte, évidemment, une façon particulière de présenter l'information, il n'en reste pas moins que l'outil a montré des forces et certaines pistes qui peuvent être intéressantes à suivre. Par exemple, la collection d'objets ethnographiques du département d'anthropologie compte à peu près 600 objets. Si on compare l'utilisation de l'intelligence artificielle à une méthode proprement ethnographique qui consisterait à avoir un dialogue soutenu, organiser des ateliers, comme il est fait dans le cadre d'autres projets dans notre département, évidemment, l'intelligence artificielle sort perdant à chaque coup, donc, et de loin. Mais traiter de grandes quantités d'objets peut amener d'autres défis. Évidemment, on ne peut pas faire des ateliers de 3 jours sur une quantité aussi grande d'objets et ça reste quand même une petite collection par rapport à d'autres encore plus massifs. Donc, pour avoir des hypothèses à grande échelle, ça devient plus intéressant parce que, justement, de traiter une grande quantité d'informations, tout d'un coup, soit met les biais davantage en lumière ou soit les annule d'une certaine façon sur le grand nombre, comme par exemple les références inventées, ne reviendront pas 2 fois dans l'échantillon. Donc, elles vont comme s'éliminer par elles-mêmes. Donc, une des forces possibles est sans doute le traitement de grands corpus de données et de grands corpus de photos et ainsi de suite et d'objets. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et puis, ça nous a donné l'opportunité aussi de travailler sur toutes sortes d'hypothèses. C'était quand même un terrain de jeu assez riche, surtout dans le cadre d'une anthropologie multimodale où on s'est rendu compte qu'on pouvait traiter l'IA comme on a pu le faire avec de la littérature, avec un podcast, avec d'autres choses, avec des zines, comme on l'a déjà fait auparavant. C'est quand même un procédé qui permet de jouer avec les données, qui permet de décentrer un peu le regard qu'on a sur la réalité qu'on est en train d'essayer d'explorer. C'est vraiment pas inintéressant pour se laisser surprendre, peut-être tisser d'autres éléments de sens, rapprocher des choses ensemble, des données incongrues. Ça a pu donner des résultats intéressants, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en lien avec la culture populaire, en lien avec ce qui reste de l'objet quand il a été approprié par toutes sortes de sources, quelle est, pour reprendre Appadoraï et autres, mais la biographie sociale de l'objet, finalement, on a quand même eu des pistes très intéressantes, même si ça a pris une part de travail humain vraiment important. On était très très loin d'une automatisation de l'ensemble des tâches. Il fallait quand même finalement être là à chaque étape pour orienter. Et encore, on voit qu'on n'a pas orienté les résultats tout à fait vers ce qu'on voulait, mais ça a donné de belles pistes. Donc, ce fut la première étape, la première exploration dans ce projet-là qui va continuer et on va certainement vous tenir au courant s'il y a des nouveaux développements et de nouvelles phases de ce projet-là. Merci beaucoup. Merci.